Et voilà, c'était Les Sentinelles de l'oubli, un documentaire réalisé par Jérôme Prieur. Bonjour. Bonjour. Un film que vous avez décliné en livre que l'on trouve juste ici, voilà, les Sentinelles de l'oubli, aux éditions Le Temps qu'il fait. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Guilhem Jean. Bonjour. Bonjour, mieux connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Histoire en Histoire. Vous êtes aujourd'hui vulgarisateur, mais vous avez enseigné l'histoire, je crois, hein, il y a quelques années. Alors vous ne serez pas dépaysé face aux élèves du lycée Paul Langevin qui se sont inscrits dans la zone d'éducation documentaire. Bonjour les élèves. Bonjour. Merci infiniment de participer à cette émission. Alors je sais que vous avez plein de questions à poser à nos deux invités, mais juste avant, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà vu, vous, des monuments aux morts? Oui. Oui. Oui? Est-ce qu'il y en a un dans votre ville? Oui. Il est où? À côté d'une église. Absolument, à côté d'une église. Levez la main, ceux qui l'ont vu. Ouais, Yacine, qu'est-ce que ça t'évoque, ce monument aux morts? Je me suis dit que dans ma ville, il y a eu la guerre à l'ancienne. Enfin, ouais, c'est tout. Ok. On va passer tout de suite à vos questions et on commence avec toi, Bonheur. Pour le réalisateur Jérôme Prieur, pourquoi vous avez décidé de réaliser un documentaire sur les monuments aux morts? Parce que la guerre de 14, depuis que j'ai l'âge de 10-12 ans, et tout ça est une guerre qui m'effraie et qui m'a fasciné. Mais à la différence de vous tous, quoi, j'ai connu mes grands-parents et mon grand-père a fait la guerre de 14. Il s'est engagé à l'âge de 17 ans. Il n'en parlait jamais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de terrible, de violent. Et donc, ça m'a toujours beaucoup marqué. C'est quelque chose qui correspondait à une nécessité pour moi. On continue avec Nanama. J'ai une question pour Jérôme Prieur. Pourquoi avoir donné ce titre, Les Sentinelles de l'oubli? Ah, c'est une très bonne question. Je me suis dit que ces monuments aux morts, ils sont partout. Vous avez dit que vous en aviez vu un dans votre ville, mais ils sont partout. Il y a 36 000 communes en France et il y a au moins un monument aux morts par commune. Et je me suis dit que ces monuments aux morts qui étaient autour de nous et qu'on ne voyait plus finalement. Là, vous les avez remarqués parce que il y a le film, il y a cette émission et tout ça, mais on ne les voit plus. Moi aussi, hein, je ne les vois plus. Et donc, je me suis dit que ces monuments, c'était des sentinelles. Les sentinelles, elles sont postées, elles gardent, on ne sait pas quoi. C'était des sentinelles. Mais ça ne suffit pas de dire sentinelle. Et donc, je me suis dit que ces monuments aux morts, c'était à la fois ce qui nous permettait de ne pas oublier. Voilà, vous en témoignez, vous les avez remarqués, vous ne les avez pas lus, mais vous les avez remarqués. Et ça permet de ne pas oublier, mais aussi on en a besoin pour oublier, pour laisser le passé dans son coin, voilà. Et donc, c'est pour ça que m'est venu ce titre, Les Sentinelles de l'oubli. On continue avec Yacine. Guilhem Jean, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur cette guerre? Combien de morts en France et en Europe? Et pourquoi, quand on évoque la Première Guerre mondiale, on parle souvent des gueules cassées? À l'échelle de l'Europe, la Première Guerre mondiale, c'est à peu près 4 millions de personnes qui sont décédées au combat. En France, c'est donc 1,4. Il faut se dire que c'est 1,4 million de morts en France, à l'époque où il y avait 35 millions d'habitants en France. Donc c'est une proportion qui est absolument monstrueuse à l'échelle de la population de l'époque. Et en matière de blessés, on est à peu près à 20 millions de blessés sur l'ensemble du conflit en Europe et 4 millions en France tout seul. Donc là aussi, c'est assez considérable et ça a posé tout un tas de problèmes, j'allais dire d'hygiène, de santé publique, etc. Parce qu'il a fallu prendre en charge ces blessés, les accompagner, les aider à se reconstruire. Et donc ça a posé énormément de défis. En particulier, du coup, dans le cas des gueules cassées. Donc gueule cassée, l'expression elle est assez parlante. C'est littéralement des gens qui, en raison de la modernité de l'armement en phase 2 qui faisait des dommages qu'on n'avait jamais vus avant, auxquels on n'était pas habitué, ont eu la tête, le visage défait. Mais ils ne sont pas juste morts. Ils n'ont pas juste perdu une oreille ou perdu la mâchoire et c'est comme ça. Parfois, vous avez certaines personnes qui ont perdu, le visage a été traversé de toutes parts, il restait les os, il restait les nerfs, mais il manquait des muscles. Donc ça les a déformés aussi. Donc ils étaient toujours vivants, mais leur visage, vous avez des auteurs qui ont fait la Première Guerre mondiale ou qui ont vu des blessés, notamment Maurice Genevoix, qui ont du mal à décrire le visage des gueules cassées parce qu'ils savent que c'est un être humain, mais ils ont du mal à reconnaître un être humain devant eux parce que le visage est complètement déformé. Donc c'est des expériences très difficiles déjà à voir, parce que vous êtes devant quelqu'un, vous avez du mal à vous dire que c'est quelqu'un, mais encore plus à vivre. Imaginez, vous avez survécu à ça, mais quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'arrivez plus vous-même à savoir si vous êtes encore humain. Le coup dans l'estomac, il est quand même violent, quoi.
Et donc du coup, les gueules cassées, ça a été là aussi un défi, puisque pendant la guerre, on les a hospitalisés à part, et on a commencé à développer de nouvelles méthodes médicales pour essayer de les aider à reconstruire leur visage, ce qu'on savait mal faire. Et donc les gueules cassées ont beaucoup marqué l'imaginaire de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils incarnaient un peu, à eux tout seuls, quand ils sortaient de l'hôpital, quand on les croisait dans la rue, tout ce que cette guerre avait fait à l'esprit, mais aussi au corps de tous les poilus. Et ils représentaient un peu le paroxysme de la violence que cette guerre a pu représenter. Le maximum atteint, puisqu'on avait du mal à déterminer s'ils étaient encore humains. On continue avec Mardo. Pour Jérôme Prieur, quelle réaction du public espérez-vous? Le plus beau des compliments que j'ai reçus, et c'est après une projection, c'était d'ailleurs au mémorial de Verdun, une dame qui, après la projection, puis après le débat, parce qu'il y avait un débat, qui m'a dit « Ah, monsieur, ce que je vais vous dire va vous décevoir. » Alors je me dis « Bon, ben, on va me dire quelque chose, pourquoi pas, ça va vous décevoir. » C'est-à-dire qu'à la fin du film, j'avais complètement oublié qu'il s'agissait de statues. J'ai cru que c'était des êtres vivants. Et je lui ai dit, mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et c'est souvent une sensation que provoque le film. C'est-à-dire qu'on oublie que ces corps sont des corps de pierre, des corps de bronze, mais que derrière ces corps de pierre, ben, y a eu des êtres vivants. Et si je produis cet effet, ben, j'ai gagné le pari que je voulais tenter depuis si longtemps. Question pour Guillaume Jean. Pourquoi les monuments aux morts, bien que très nombreux, semblent si peu étudiés ou valorisés dans l'espace public? Alors, on disait tout à l'heure, il y a 36 000 communes en France. Chacune a au moins un monument aux morts. Mais au total, c'est Antoine Pro, donc, qui est un très grand historien de l'époque contemporaine, qui, en 1975-77 peut-être, j'ai plus la date exacte en tête, a fait une étude où lui, il s'est levé un matin, il s'est dit « je vais étudier tous les monuments aux morts ». Donc, il est arrivé à la conclusion qu'il y en avait à peu près 42 000. Donc, il y a des communes qui en ont plusieurs, mais vous évoquiez tout à l'heure qu'il y en avait des fois en doublon parce qu'il y en a sur la place du village, dans l'église, etc. On arrive à un total d'à peu près 42 000. Et donc, ces monuments aux morts, ils sont entretenus, ils ont une vie, généralement le 11 novembre, tous les ans, parce qu'il y a la commémoration annuelle de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le 11 novembre, c'est plus que la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est aussi toutes les opérations militaires à l'extérieur depuis les années 50. Donc on commémore plein de choses en même temps, donc ça brouille un peu aussi le souvenir de la Première Guerre mondiale. Mais ces monuments, en fait, encore une fois, comme les gens se sont éteints, les générations qui ont connu la guerre se sont éteintes, bah, y a un peu moins de gens pour les faire vivre, il y a un peu moins d'enjeux autour de ce monument-là. Il finit par disparaître dans le paysage de la ville. Il est là, il a toujours été là, on s'y est habitué. Finalement, on ne s'arrête plus forcément devant, comme disait M. Prieur, pour regarder les noms sur les stèles ou pour remarquer le petit détail du soldat qui a une blessure ou qui soutient son camarade, etc. C'est simplement, je pense, l'effet des générations qui passent. On continue avec Noran. Pour Jérôme Prieur, comment vous avez procédé pour sélectionner toutes les lettres qui sont dans le document? D'abord, je n'avais pas imaginé que je mettrais des lettres dans mon film. Et puis, faire un film, c'est trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, je me suis adressé à une fondation, qui est la fondation La Poste, qui a soutenu quelques-uns de mes films, qu'ils appréciaient beaucoup. Et je me suis tourné vers eux et on m'a d'abord dit « Ah oui, volontiers, ce que vous faites nous plaît beaucoup, etc. » Et puis quelques jours après, la personne avec qui je discutais m'a dit « Ah, je suis désolé, Jérôme, je suis désolé, on ne peut pas vous aider, il n'y a pas de lettres dans votre projet. » Parce que c'est vrai, il n'y en avait pas. Et donc, quand on fait un film, on est un peu prêt à tout. Voilà. Okay. Et donc, j'ai dit qu'à cela ne tienne, il y aura des lettres. Voilà. Si vous voulez, ça fait tellement longtemps que je baigne un peu dans cette histoire que ça a été assez facile pour moi de trouver des lettres qui allaient cristalliser, symboliser, résumer, condenser ce qu'avaient pu vivre des soldats, de complètement absurdes, complètement effroyables, de complètement douloureux. C'est à serrer le cœur. Alors, question pour Guillaume Jean, concernant les monuments aux morts des civils. Qu'est-ce que racontent ces statues et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur les civils durant la Première Guerre mondiale? Alors, les monuments aux morts qui figurent des civils, c'est pas, je parle sous contrôle, mais ce n'est pas le cas général, c'est quand même assez rare dans l'ensemble. Mais c'est intéressant parce que justement, ça évoque la prise de conscience d'une certaine proportion de la population, dans certains coins, du fait que si les soldats ont pu se battre au front, s'ils ont pu tenir pendant 4 ans, c'est parce que derrière, l'ensemble de la société, ou en tout cas de très très grands morceaux de la société, se sont mobilisés pour fournir de l'équipement, de l'armement,
du soutien moral, de l'alimentation, des munitions, etc., etc., etc. Et il est aussi possible dans certains cas que ce soit un hommage simplement aux civils qui sont morts pendant les opérations, puisqu'il y a malheureusement des cas de civils qui sont tombés, parce que quand il y a une armée qui capture une ville, il n'y a pas que des soldats dans la ville, quoi, hein. La cathédrale de Reims, par exemple, qui s'est fait bombarder par les Allemands au début de la guerre, il y avait des prêtres dans le coin, il y avait des habitants qui habitaient dans les rues autour, et les obus ils sont tombés quand même. Donc c'est les deux, c'est une reconnaissance pour l'arrière, et c'est un hommage aux civils qui n'ont rien demandé et qui sont tombés quand même. Pour le réalisateur Jérôme Prieur, pourquoi les femmes sont si rares dans les monuments aux morts? Pourquoi on en voit si peu? En réalité, on s'aperçoit, si on regarde, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont... Enfin, beaucoup, c'est pas dominant, mais qu'il y a quand même un grand nombre de femmes et d'enfants, mais restons sur les femmes, qui sont représentées. Pourquoi? Parce que ça permet de présenter des allégories de la France ou de la victoire. Alors, ce sont des femmes... imaginaires, des femmes qui n'existent pas, des femmes qui représentent la France. Mais à côté de ces femmes qui représentent la France ou la victoire, il y a des veuves, il y a des filles, il y a des épouses, il y a des fiancées, et il y en a plus qu'on ne croit. Bien sûr, ce n'est pas la majorité, mais ce n'est pas rarissime. Je trouve ça très émouvant. Dans le documentaire, on voit le monument aux morts de la ville de Levallois-Perret. Et que soit figuré un tirailleur des troupes d'Afrique, victime de la colonisation. Quant à l'ouvrier, qui attire toute la polémique, brise-t-il son glaive? Pourquoi il ferait ça, l'ouvrier? Peut-être parce qu'il veut oublier ce qui s'est passé. Il est peut-être en colère contre la guerre. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ça peut être une interprétation possible. On voit bien que ce qui est montré par cet artiste, par ce sculpteur, c'est une dénonciation assez violente de la guerre. Ce monument de Levallois-Perret, ils ne vendent pas les mérites de la guerre. Ils montrent ce que ça a fait, qui ça a atteint, quelles conséquences ça a eu sur des tirailleurs d'Afrique, sur des fusillés pour l'exemple, sur des soldats gazés, etc., etc. On continue avec toi, Aymeric. Les sculpteurs ont-ils fait la guerre? Qui sont-ils? Comment rejouent-ils les scènes? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, moi il y a un monument à Bar-le-Duc, ça vous rappelle sûrement rien, où on voit un groupe de soldats, il y a un homme vieux, plus vieux que les autres, un homme très jeune, on voit qu'il a 18 ans, tout ça. Ils sont tous comme ça, je les mime. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont comme ça, voilà, prêts à bondir, mais il y a un groupe de gens. Et je me suis dit, c'est formidable, ce sculpteur, c'est formidable, c'est un ancien combattant. Puis j'ai regardé qui il était, et non, c'est pas un ancien combattant, c'est quelqu'un qui est un vrai artiste, il s'est documenté, il a utilisé des photos sûrement, il s'est renseigné, et donc il représente quelque chose d'une vérité, comme une vérité cinématographique. Moi j'ai une question pour Guillaume Jean. La religion est assez peu présente dans les monuments aux morts. La croix de guerre sert parfois de croix catholique, mais peu d'évocation à la foi chrétienne. Pourquoi? Alors les monuments, la plupart sont commandés après 1918, entre 1918 et 1922, grosso modo. Alors, la construction parfois s'étale sur 10 ou 15 ans en fonction des communes, pour des raisons essentiellement de budget, parce que ça coûte cher, et que ce n'est pas forcément facile de lever l'argent pour monter le monument. Mais à cette période-là, qu'il soit construit dès 1919-1922 ou dans les années 30, la loi de 1905, elle est déjà passée depuis un moment, et c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Or, ceux qui commandent les monuments aux morts, c'est l'État français, que ce soit le gouvernement, le département, le préfet ou la commune, le maire, le conseil municipal, c'est toujours une institution de l'État qui commande. Or, l'État, il n'a pas le droit de prendre parti religieusement depuis la loi de 1905. Il est censé être neutre, ne pas se mêler des affaires religieuses. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de contradiction. Officiellement, ils ne sont pas censés le faire, mais dans les faits, il peut y avoir un maire qui estime que ce serait normal de dire au revoir aux morts d'une façon religieuse, parce qu'encore une fois, on est beaucoup plus croyants à l'époque dans la majorité de la population qu'on peut l'être aujourd'hui. Il peut y avoir simplement les familles des soldats qui disent « moi j'aimerais bien, on est catholique dans la famille, on aimerait bien qu'il y ait une croix, on aimerait bien qu'il y ait un symbole quelconque sur le monument », sauf qu'il y a la loi quand même. Et les soldats, ils sont morts pour la République. Donc contourner la loi de la République pour dire merci aux soldats d'avoir défendu la République, c'est quand même un petit peu particulier. Donc du coup, il y a des contournements. Il y a des artistes, il y a des personnes qui commandent le monument qui vont tricher un petit peu. Donc il peut y avoir effectivement des jeux sur les croix. Il me semble que ce n'est pas le cas le plus général, mais que souvent, ce qu'on va retrouver justement, c'est les figures de femmes dont on parlait tout à l'heure,
qui vont souvent représenter, par exemple, indirectement, la Vierge Marie qui va pleurer sur le corps du soldat, comme si le soldat, c'était le Christ qu'on avait descendu de la croix. Et ça, c'est une image qu'on retrouve dans la religion chrétienne depuis très 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 longtemps. Vous aviez déjà donc, des Mater Dolorosa, c'est-à-dire des mères souffrantes, ou des Pietas, c'est-à-dire des Vierges Marie qui offrent le corps de Christ à Dieu, à l'époque de la Renaissance, dans les années 1400, 1500. Donc c'est vraiment une figure qui est réutilisée dans les monuments de façon plus ou moins directe, et tout le monde fait semblant de ne pas avoir vu à partir du moment où c'est pas trop flagrant, quoi. On continue avec Éline. Diriez-vous que ces monuments aux morts jouent un rôle dans la réconciliation ou dans la construction d'une mémoire partagée, en particulier à une époque où la guerre est de plus en plus présente? Je crois que la guerre de 14, elle a fédéré la France comme nation. Jusque-là, c'était un pays très, peut-être pas décentralisé, parce que Paris a toujours eu un rôle central en France, mais en tout cas où il y avait des régions, des provinces, des parlers différents, des patois, et que la guerre de 14, du fait qu'elle a drainé beaucoup de soldats venus des quatre coins de la France, hein, et les monuments aux morts le montrent, de ce fait-là, la construction des monuments aux morts a unifié le pays, a unifié la nation. J'ai une question pour Guillaume. Jean, selon vous, pourquoi est-ce important de transmettre cette mémoire à la société actuelle? Comme disait M. Prieur, l'avantage, je mets des énormes guillemets à avantage, d'une guerre, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'avantages à une guerre, on ne va pas se mentir, c'est que ça permet aux gens de s'unir, en réalité. Effectivement, il évoquait la Première Guerre mondiale. Dès le début de la guerre, vous avez tous les partis politiques de l'Assemblée nationale de l'époque qui font ce qu'on appelle l'union sacrée et qui disent on arrête de se disputer parce que là, il se passe quelque chose d'important. On prend les décisions tous ensemble et on fait front. Bon, il se trouve que ça n'a pas duré super longtemps, l'union sacrée, hein. Mais sur le principe, c'est un moment où tout le monde est uni et tout le monde essaye de faire face ensemble aux problèmes qui se présentent. Alors vous étiez peut-être un peu jeune, mais on avait connu ça au moment, on les a célébrés au début du mois, les attentats qu'on a eus en 2015. C'est un moment aussi où les gens ont fait bloc tous ensemble pour dire on a subi une attaque tous ensemble, on a été heurtés tous ensemble, donc on va essayer d'être solidaires tous ensemble aussi. Donc la mémoire, ça permet aussi de faire un petit peu ça. C'est des moments où on se rappelle qu'on a été solidaires, on a affronté les mêmes dangers, les mêmes douleurs, qu'on les a partagées et qu'on a tenus ensemble. Mais à côté de ça, il y a aussi, avec des guillemets encore une fois, des leçons qui peuvent être tirées des guerres. Le fait, par exemple, qu'en 1914, l'ultranationalisme où chaque nation voulait écraser son voisin absolument, économiquement, militairement, politiquement, on a bien vu que ça menait dans un cul-de-sac et qu'à la fin, tout le monde finissait par s'entretuer d'une façon profondément absurde. Vous l'avez rappelé plusieurs fois, c'est une guerre, la guerre de 14, qui est une guerre fondamentalement absurde, où on s'entretue pour le principe de reprendre 50 mètres sur le voisin. Donc la mémoire, ça permet aussi de se dire, il y a un moment, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'être bête? Est-ce qu'il ne faut pas tirer des leçons? Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître les red flags quand ils commencent à émerger et savoir finalement être raisonnable et se comporter plus intelligemment aujourd'hui qu'on l'a fait hier ou avant-hier? On continue avec Jason. Pour Guillaume Jean, vous avez étudié les guerres. Voyez-vous une différence entre les guerres passées comme celle de 14-18 ou 39-45, le conflit actuel ukrainien-russe ou au Moyen-Orient? Qu'est-ce que change selon vous? Chaque guerre est profondément différente. Elle n'est jamais à la même époque. Même si elle est dans la même région, ce n'est pas les mêmes gens, donc ils n'ont pas le même état d'esprit, ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas le même matériel. Alors après, effectivement, il y a des points communs de loin quand on prend par exemple la guerre en Ukraine et la guerre de 14. Dans les deux cas, il y a un rôle super important de l'artillerie qui fait qu'il y a un front qui ne bouge pas trop, parce que pour les soldats, c'est difficile de traverser, parce que sinon ils se font pilonner, et du coup ils décèdent, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus avancer après. Mais quand tu dépasses un peu ça, tu peux te rendre compte aussi qu'il y a des énormes différences. En Ukraine, dès le début de la guerre, par exemple, ils ont énormément utilisé les drones pour faire de la reconnaissance ou même pour mener des opérations. Au début de la guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Ukrainiens, ils ont levé une petite flotte de drones et ils les ont balancés sur un destroyer et ils ont coulé un bateau. Bon, en 14, je ne te cache pas que ça, c'était compliqué, les drones en 14. En 14, on était encore à utiliser les ballons pour faire de la reconnaissance au début de la guerre et on avait les premiers avions qui commençaient à décoller. Et les batailles aériennes, avant 1917-1918, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Donc, c'est difficile de faire des comparaisons comme ça. Élicia. Pour le réalisateur Jérôme Prieur, pensez-vous qu'il faudrait beaucoup plus de monuments aux morts? Si oui, pourquoi?
la guerre de 14, il y a beaucoup de monuments. Hein. On les chiffre à 40 000, à 42 000, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de monuments. Donc c'est plutôt à chacun de s'apercevoir que avant nous, il y a eu des gens qui ont souffert, et lire le nom des morts sur les monuments, c'est déjà quelque chose. On continue d'en construire des monuments aux morts. Hein. C'est juste que c'est plus des monuments pour la guerre de 14, mais on continue de mettre des monuments aux morts. On évoquait donc les attentats de 2015 tout à l'heure. Il y a des plaques et des petits monuments qui ont été élevés dans certains coins de Paris, à proximité souvent des lieux où il y a eu les attaques, et même dans d'autres endroits où il y a eu d'autres attentats. Il y a souvent des plaques qui sont apposées. C'est la continuité des monuments aux morts. Et même toutes les opérations militaires que la France a pu mener depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des monuments aux morts qui ont été dressés. Vous avez un monument aux morts assez simple, hein, une grande stèle rectangulaire avec le symbole de Marianne, je crois, en haut, avec tous les morts qui sont morts dans toutes les opérations extérieures, ce qu'on appelle les OPEX de la France depuis 1958, je crois, qui ont été élevés il y a quelques années juste derrière les Invalides. Donc on continue en fait d'en construire. C'est juste que pour la société, c'est moins vital de le faire. C'est plus un geste politique aujourd'hui que véritablement un besoin des gens de dire au revoir, parce que ça représente aussi beaucoup moins de personnes qui sont tombées en fait. Emmanuel, ce sera la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui les nouveaux médias sur Internet sont devenus les nouvelles sentinelles de la mémoire? C'est une question compliquée parce que je pense que ça ne vous aura pas échappé. Moi déjà à mon époque, je passais ma vie sur Internet quand j'étais adolescent, donc vous, je pense que c'est pareil, et probablement peut-être même beaucoup plus encore. On trouve un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc un monument aux morts, c'est une sentinelle de la mémoire, mais c'est un truc qui est balisé, quadrillé. C'est l'État, à l'époque, les familles des victimes qui ont voulu que le monument soit construit comme ça pour transmettre tel message à tel endroit. Si on part du principe qu'aujourd'hui, c'est les créateurs de contenu sur Internet qui sont les gardiens de la mémoire, très souvent, vous avez des créateurs de contenu qui ne vont pas vraiment s'intéresser au travail des universitaires sur telle guerre ou quoi que ce soit, et ils vont plus donner leur avis, leur ressenti, etc. Donc en fait, c'est plus une opinion qu'un vrai travail de mémoire ou qu'un vrai travail explicatif, souvent. Bon, alors je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Il y a quand même des gens qui bossent un peu sérieusement, qui lisent les travaux des historiens, qui vont essayer de vous expliquer les choses un peu sérieusement, qui vont essayer non pas de remplacer vos profs. N'allez jamais croire qu'une vidéo sur Internet va remplacer vos profs. C'est un complément, c'est un pas de côté, c'est un petit bonus, mais ça ne peut pas remplacer. Donc quand vous tombez sur un influenceur qui a peut-être de très bonnes intentions, mais qui va vous présenter son point de vue sur tel événement historique, ou qui va juste être curieux, qui va se balader comme ça et qui va vaguement vous balancer quelques anecdotes, c'est pas la même chose que de se tourner vers un documentaire sur lequel il y a eu de la recherche universitaire qui a été faite, ou de regarder le travail d'un chercheur qui a bossé sur le sujet, qui a des sources et qui est capable de vous expliquer pourquoi la conclusion c'est ça et pas autre chose. Donc soyez toujours un petit peu méfiants quand vous vous baladez sur Internet comme ça, et la glissade entre mémoire, connaissance et opinion personnelle, parfois complètement claquée au sol, elle est souvent très très fine. Donc soyez toujours vigilants là-dessus. Même des gens qui peuvent avoir de bonnes intentions et vraiment penser qu'ils vous apprennent un truc, parfois ils peuvent se vautrer et vous raconter n'importe quoi sans faire exprès. Est-ce que du coup, vous irez voir votre monument là, à Sainte-Geneviève-des-Bois? Oui. Ouais. Vous irez regarder les noms qui sont inscrits, en ayant une petite pensée aussi pour tous ceux qui ont participé à des guerres. Vous irez voir ce monument? Oui. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à la zone d'éducation documentaire. Bravo. Bravo à vous les élèves. C'était particulièrement brillant, pertinent. On remercie vos profs qui vous ont si bien préparé à cette émission. Ouais, bravo les profs. Vous pouvez les applaudir parce qu'elles sont super. Elles sont super bien bossées, tout comme vous d'ailleurs. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une nouvelle classe et un nouveau documentaire parce qu'il n'y a pas d'âge pour questionner le monde et ses images. Salut les élèves! Salut.